Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire du C2RP, donc qui fait partie d'un cycle dédié au schéma régional des formations sanitaires et sociales. Merci à tous d'être présents aujourd'hui en ligne pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous consacrer aux formations du périmètre du schéma, au public éligible et aux aides disponibles. Donc nous allons parler de cela en 4 temps. Donc les formations, un petit rappel sur ce que sont les formations du périmètre, les publics éligibles à la prise en charge du financement, un point de détail justement sur la prise en charge du financement de la formation et les différentes aides individuelles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui plusieurs intervenants de la région. Bonjour Céline. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Enchantée d'être présente avec vous aujourd'hui. Bon, donc Céline qui est responsable adjointe du service justement du schéma régional. Nous avons également Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour à tous, bonjour Gwendoline, Brigitte Miletti, responsable de projet en charge de l'animation du schéma régional des formations sanitaires et sociales. Merci Brigitte. Nous accueillons également Virginie. Oui, bonjour à tous. Virginie Mas, donc chargée de mission en charge de la valorisation et de la communication au sein du service. Merci Virginie. Et enfin Amine. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Amine Laziri, je suis gestionnaire référent pour les aides individuelles. Merci Amine. Donc pour débuter ce webinaire, comme je vous le disais, nous allons commencer quand même par un bref rappel de ce que sont les formations rattachées au schéma régional des formations sanitaires et sociales. Avant de présenter cela, Brigitte, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce qu'est justement ce schéma régional des formations sanitaires et sociales ? Oui, merci Gwendoline. Oui, comme tu l'as dit, nous avons organisé, grâce à votre intervention, un premier webinaire qui a détaillé tout cela vraiment avec beaucoup de précision. Donc, on vous invite à vous y référer pour chacune des 4 parties, mais en quelques mots. Donc, vous avez sous les yeux les 4 compétences qui ont été décentralisées aux régions en 2004, notamment délivrer les autorisations des formations, et on vous présentera donc juste après de quel périmètre, de quelle formation il s'agit exactement. Une deuxième compétence qui est de financer les établissements de formation, et une troisième qui est de aider financièrement les élèves instituts de formation. Ces 2 points-là sont tout l'enjeu de ce webinaire, auquel donc mes collègues Céline, Virginie et Amine viendront apporter des éclairages. Et enfin, la 4e compétence, qui est donc une compétence de droit commun, qui est d'élaborer le schéma régional des formations sanitaires et sociales. Alors, on ne va pas non plus y revenir dans le détail, mais ça englobe à la fois toutes ces compétences que l'on vient d'indiquer, mais également d'autres actions qu'on mène avec l'ensemble des partenaires, les départements, les établissements de formation, mais également les employeurs, les URPS, les ordres, etc. Voilà Gwendoline pour une présentation très synthétique, très schématique. Merci Brigitte pour cet esprit de synthèse, et comme tu l'as bien dit, de toute façon, si les personnes veulent des informations plus détaillées, on renvoie au premier webinaire où vous pouvez avoir plus d'informations à ce sujet. Donc tu l'as bien dit, il y a notamment le volet formation qui est au cœur de ce schéma. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement, en quelques mots, quelles sont les formations qui sont rattachées ? Oui, on vous les a présentées donc sous forme de 2 slides. Les formations sanitaires dans un premier temps, puis les formations sociales. Elles sont présentées de la même façon. Ici, donc, vous avez l'entièreté des formations sanitaires qui sont rattachées au schéma. En d'autres termes, celles qui font l'objet d'une autorisation par le président de région, tel qu'on l'explique toujours dans le premier webinaire. Il y a toutefois ici quelques formations qui ont un astérix. Pour celles-ci, il n'y a pas d'autorisation par le président, mais elles font quand même partie du schéma. Vous voyez qu'il y a 2 colonnes à cette slide. Celle de gauche, il s'agit des formations qui sont donc éligibles au financement par la région.
Et on vous a indiqué sous cette colonne les modalités de prise en charge générale. Céline y reviendra dans un second temps. Parfois des modalités de financement complètes pour les établissements publics, parfois des modalités de financement partielles pour les établissements privés. Sur la colonne de droite, il s'agit des formations qui ne sont pas financées par la région. Et pour celles-ci, il peut y avoir une prise en charge par la région via le chèque passe formation, uniquement pour la dernière année de formation. Et de façon générale, comme vous le noterez, on vous a indiqué les formations par niveau de sortie, donc niveau 3, niveau 4, etc. Et en annexe, vous aurez un tableau détaillé sur l'entièreté de chacune de ces formations qui vous ramènera, alors avec d'autres éléments, mais qui vous ramènera également sur la fiche du RNCP. Voilà pour les formations sanitaires. Pour les formations sociales, je ne reviens pas sur tout ce que je viens de dire, c'est exactement la même chose. L'organisation sur la gauche pour les formations financées, pour la droite celles qui ne le sont pas. Et là encore, vous aurez l'entièreté du détail, le certificateur, le niveau de sortie, si c'est des formations qui sont accessibles par l'apprentissage, si elles sont accessibles à VAE, vous aurez tout ce détail-là dans les annexes qu'a évoqué tout à l'heure Gwendoline. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur le périmètre des formations du schéma régional des formations sanitaires et sociales. Non. Ah, ça y est. Merci beaucoup, Brigitte. Et justement, si on veut avoir plus d'informations sur les formations disponibles en région, au-delà des annexes, vous avez une page dédiée sur le site. Est-ce que Virginie, tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, alors effectivement, Gwendoline, on dispose en effet sur le site de la région d'un espace dédié aux formations sanitaires et sociales. Et je peux vous montrer en partageant mon écran. Voilà, 30 secondes. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je suis désolée, Gwendoline. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez mon écran qui apparaît? Non. Alors, non, pour l'instant, voilà. on ne le voit Problème pas. technique, je suis désolée. Ça, voilà, et la lenteur. Voilà, donc je pense que vous voyez à l'écran voilà, l'espace dédié qui apparaît, voilà, tout à fait. Et sur cet espace qui est somme toute assez complet, on retrouve donc la liste des formations agréées en région de France, et on trouve, ce qui est assez intéressant, une carte interactive des formations en région de France, et qui permet en fait de rechercher et de trouver une formation. Alors, on peut faire une recherche ici sur la droite en filtrant par formation recherchée, par niveau de diplôme, par type d'établissement, mais le mode de recherche qui est le plus utilisé, c'est effectivement la carte interactive qui permet en zoomant de trouver un établissement ou une formation, et notamment sur le secteur géographique qui nous intéresse. Sur ce site, vous pouvez également trouver notre guide, le guide des formations en région, où on retrouve là, sur ce guide qui est très complet, les prises en charge des formations, les aides, les bourses, et ce document a été réalisé en fonction du statut du demandeur, qui peut retrouver, donc, en fonction de son statut, toutes les aides auxquelles il peut répondre, mais également, on va aller très vite, à la fin du document, on retrouve donc ces aides avec un renvoi sur la fiche très détaillé qui présente en détail les aides, mais également les autres aides régionales qui sont également accessibles aux étudiants, élèves, apprentis du secteur sanitaire et social. Et enfin, sur toujours cet espace dédié, on retrouve les flyers que l'on peut télécharger, et également, à la toute fin, des témoignages vidéo qui présente via justement le témoignage des bénéficiaires à la fois une aide qui leur a été octroyée, mais également leur formation, voilà, une formation qu'ils ont réalisée. Voilà.
Voilà, je pense Parfait, que merci Virginie pour ces éléments de présentation synthétique. Donc, on voit qu'il y a une mine d'informations disponible sur le site directement de la région. On vous a mis, comme l'a bien demandé Oriane, effectivement, on vous a mis dans le chat le lien vers ce dossier directement, et vous le retrouvez également en téléchargement sur votre espace partage de fichiers. Merci beaucoup Virginie. On va maintenant rentrer vraiment dans le cœur de sujet de ce webinaire, qui est plus spécifiquement les aides et financements possibles pour les formations du schéma régional en Hauts-de-France. Tout d'abord, ces aides reposent sur un certain nombre de critères. Céline, est-ce que tu peux nous préciser comment on détermine l'éligibilité de ces publics, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors déjà, je voulais m'excuser par avance de potentiels problèmes techniques. J'ai plus d'électricité à la maison, donc je suis connectée via un partage de connexion avec mon portable, mais la connexion est très très instable. Donc j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de ma présentation. Je vous prie de m'en excuser par avance. Merci beaucoup pour ces Donc précisions, si on Céline. rentre dans le Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, effectivement, tous les publics ne sont pas éligibles au financement régional de. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, ce qui est très important, c'est la date qui nous permet de déterminer l'éligibilité ou non d'une personne. Cette date, la date de clôture des inscriptions à la session. C'est-à-dire, regarde le statut de la personne à cette date. J'ai l'impression que je ne vous ai plus. Oui, Céline, on t'entend très mal. Vous êtes encore avec moi? Oui, est-ce que tu nous entends? Oh, ouais, je vous entends. J'ai des petits messages qui me disent effectivement que je perds la connexion. Bon, là, ça a l'air d'être revenu. Là, c'est revenu, oui, voilà, Donc, là, on t'entend. Merci. Croisons les doigts. Je dis, la date Céline, on t'entend de nouveau plus. Est-ce que peut-être tu pourrais couper ta caméra et mettre juste le son? Ça faciliterait peut-être les choses. Ouais, j'essaye. Donc, comme Céline l'a précisé, on est vraiment désolé pour ces petits soucis techniques. Donc, avec les conditions climatiques du jour, Céline n'a plus d'électricité chez elle et essaye de fonctionner au mieux avec un partage de connexion. Donc, c'est vrai que c'est assez complexe. On va voir si ça fonctionne mieux maintenant. Est-ce que Céline, tu es avec nous? Alors, ça a l'air d'être revenu. Oui. Non. Si, on t'entend. Vous êtes là? Bon, ok. Oui, on t'entend. Ouais, je suis vraiment désolée. J'ai voulu à tout prix maintenir ce webinaire ce matin malgré les difficultés que je rencontre, par respect pour vous tous qui êtes présents aujourd'hui, mais j'ai bien conscience que c'est vraiment pas top. Allez, on y va en espérant que ça tienne. Ça a l'air bon. Donc, la date que nous retenons, c'est la date de clôture des inscriptions à la sélection. Donc, on regarde le profil de la personne à cette date. Donc, un peu de vocabulaire, je pense que c'est important parce que on entend un petit peu de tout et la clôture des inscriptions, il y a plusieurs notions. Il y en a deux notamment. Donc, il y a la clôture des inscriptions à la sélection, c'est celle-là qu'on retient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la date maximale à laquelle le candidat a le droit de déposer un dossier de candidature pour une formation. Après cette date, s'en suivra tout le processus de sélection, Parcoursup ou autre, mais voilà, c'est la date limite de dépôt du dossier de candidature. À ne pas confondre avec la date de clôture des inscriptions administratives à la formation. Là, cette fois, pour cette date-là, le candidat a déjà déposé son dossier, il a déjà fait tout le processus de recrutement, il a reçu une proposition positive d'un établissement et il doit juste valider et donner tous les documents administratifs nécessaires. Généralement, cette dernière date a lieu quelques semaines ou quelques jours avant l'entrée en formation.
Donc, ça n'est pas celle-là qu'on l'on retient. Donc, j'insiste vraiment parce que c'est ce qui déclenche tout le reste derrière. Date de clôture des inscriptions à la sélection. Donc, cette date, pour les formations post-bac, elle est facile, puisque de toute façon, tout passe par Parcoursup, en tout cas pour le public jeune. Et dans ce cas, pour cette année, c'est le 3 avril 2024. C'est la date limite à laquelle un candidat a le droit de déposer une candidature sur Parcoursup. Le 4 avril, c'est terminé, la plateforme Parcoursup est fermée pour les candidats. Donc, c'est la date que l'on retient. Donc, si à la date du 3 avril, le candidat a un profil éligible que l'on va voir après, OK, la région acceptera son financement. Si au 3 avril, il n'a pas ce profil, mais qu'il l'obtient le 5 avril, le 10 mai, le 15 juin, ce sera trop tard. C'est vraiment cette date de référence. Par contre, attention, toutes les formations ne passent pas par Parcoursup. Donc, on l'a dit, ne passent par Parcoursup que les formations supérieures et que pour les publics jeunes en poursuite d'études. Pour toutes les autres formations, c'est-à-dire pour les publics qui relèvent de la FPC, la formation professionnelle continue, c'est-à-dire ceux qui sont en emploi ou qui ont un statut de salarié. Oh, il semble que l'électricité revienne. Donc, qui ont un statut de salarié, ceux-là doivent passer par un autre process de recrutement et donc prendre directement contact avec l'établissement. Il en est de même pour toutes les formations infra-bac qui ne passent pas forcément par Parcoursup puisque c'est une plateforme qui ne s'adresse qu'aux étudiants. Et donc, dans ce cas, ceux-là n'ont pas non plus la même date du 3 avril. Chaque établissement a sa propre date. Donc là, il faut absolument contacter en direct l'établissement qui sera en capacité de donner à la personne cette fameuse date de référence. Pour la formation AES, accompagnant éducatif et social, il y a une date, enfin, c'est une modalité de financement qui est un petit peu différente. Et là, pour le coup, on acceptera le profil jusqu'à la clôture des inscriptions, mais qui peut avoir lieu que quelques jours avant l'entrée en formation. Donc, comme je viens déjà vous le dire, attention, les demandeurs d'emploi, les salariés, même en emploi précaire, ne relèvent pas de Parcoursup. Ils ne sont pas considérés en formation initiale et donc ils ne doivent pas déposer leur candidature sur Parcoursup. Il y a une voie qui leur est dédiée, c'est la FPC. C'est très important parce qu'on a tous les ans des gens qui, de bonne foi, pensent pouvoir s'inscrire par Parcoursup parce que c'est une formation supérieure. Donc, ils suivent tout le process de recrutement. Ils reçoivent une proposition d'admission d'un établissement. Ils pensent qu'ils vont être financés. Or, le fait d'avoir une proposition d'admission par un établissement n'est pas une assurance de financement. Et donc, ils se trouvent généralement vraiment dans des situations personnelles dramatiques où, pour certains, ils ont déjà démissionné, mais ils n'ont pas de financement par la région. Donc, vraiment, si vous avez ces publics-là, conseillez-leur de ne pas passer par Parcoursup, mais bien par la FPC. Et donc, la première chose à faire, c'est de contacter l'établissement. Donc, ce que je viens de vous dire également, le fait d'avoir été sélectionné via Parcoursup par un établissement n'est en aucun cas une assurance de financement de sa formation par la région. Les deux choses sont déconnectées. Parcoursup va permettre de vérifier le niveau de la personne et ses prérequis pour suivre une formation, mais en aucun cas va lui permettre de vérifier qu'il peut bénéficier du financement de la région. Donc, comme je vous l'ai redit, mais c'est vrai que c'est important, il faut impérativement que l'apprenant prenne contact avec l'établissement de formation avant toute démarche pour vérifier ça. On a bien passé le message aux établissements que aucun apprenant ne peut entrer en formation sans l'assurance d'un financement. À nouveau, tous les ans, on a la difficulté. Des gens qui n'ont pas de financement, qui rentrent quand même et au bout d'un mois, l'établissement leur dit désolé, vous n'avez pas trouvé de financement, donc vous devez arrêter. On veut absolument éviter ces difficultés, donc personne ne rentre s'il n'a pas de financement. Et s'il y a un financement personnel, parce que c'est toujours possible pour les formations post-bac, dans ce cas, une convention financière doit être signée entre l'établissement et l'apprenant. Et cette convention financière qui explique vraiment les montants, les dates de paiement, doit être signée avant l'entrée en formation.
Merci Céline. On a une petite question de Fabienne qui demande si on peut lui rappeler c'est quoi la FPC pour les demandes de formation pour les salariés. Si on peut apporter quelques précisions à ce niveau-là, s'il te plaît. Bien sûr. Donc, la FPC, ça veut dire formation professionnelle continue. En fait, c'est simplement un statut différent qui vient en opposition à la formation initiale. Formation initiale, c'est les jeunes en continuité d'études. FPC, c'est pour tous les autres, en fait. On va expliquer tout à l'heure ce que c'est la différence entre formation initiale et FPC, mais voilà. Donc, c'est juste deux modalités de sélection différentes. Formation initiale, Parcoursup pour les formations post-bac, directement auprès d'un établissement pour les formations bac ou infra-bac. FPC, quel que soit le niveau de la formation, c'est directement auprès de l'établissement et pas par Parcoursup. Merci Céline. On avait aussi une question de Caroline qui s'interrogeait sur les salariés en cours de démission-reconversion non inscrits à Pôle emploi et ce qu'ils sont éligibles et ce qu'ils doivent du coup bien démissionner avant d'être éligibles. Donc ça, je pense que justement, ça fait le lien avec ce que tu comptais aborder par la suite sur comment on détermine si un public est éligible ou n'est pas éligible. C'est ça. Vous allez un peu plus vite que moi dans vos questions. Donc, je vais répondre à toutes ces questions, bien entendu. Là, je souhaitais vraiment que l'on voit ensemble la date de référence et les deux modalités de sélection, soit Parcoursup, soit directement auprès d'un établissement de formation. Donc, maintenant, on va regarder effectivement d'abord les publics non éligibles. Donc, qui ne pourra pas prétendre au financement de sa formation par la région. Et ensuite, on va détailler les publics éligibles. Donc, je le rappelle, mais vous savez qu'en formation, la répétition fixe la notion. Donc, la date de référence, c'est la date de clôture des inscriptions à la sélection. Donc, ne sont jamais éligibles au financement régional les travailleurs non salariés, c'est-à-dire les auto-entrepreneurs, les professions libérales, bon, il y en a plein d'autres. Ceux-là, jamais la région ne financera leur parcours. Ne sont pas non plus éligibles les personnes qui ont signé une rupture conventionnelle d'un CDI après la date de clôture des inscriptions à la sélection, comme on l'a vu tout à l'heure. Celles-là, donc, si elles, ça veut dire, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'elles sont en CDI à la date de clôture des inscriptions, donc pas éligibles. Même si elles signent une rupture conventionnelle après, elles ne seront pas plus éligibles. Les abandons de poste ne sont pas éligibles non plus dès lors qu'ils interviennent après la date de clôture. Pourquoi? Parce que les personnes avaient bien compris que les salariés en CDI qui démissionnaient n'étaient pas éligibles. Donc, certains ont voulu s'engouffrer dans la faille en disant « c'est pas grave, j'ai pas démissionné, je vais faire une abandon de poste. Du coup, je vais être licencié et par conséquent, la région financera mon parcours. » Bon, ça n'est pas possible. Et les non-actifs, non inscrits à Pôle emploi ne sont pas éligibles non plus, les retraités. On n'en a jamais eu. Donc, toujours les publics non éligibles. Là, on arrive dans le gros du gros. C'est-à-dire les salariés en CDI, dès lors que le CDI fait plus de 87 heures par mois, ne sont pas éligibles. Toujours à la date de clôture des inscriptions à la sélection. Donc, quelqu'un qui est en CDI le 3 avril, qui a un CDI de 80 heures, la région pourra lui financer son parcours. Quelqu'un qui, au 3 avril, a un CDI de 120 heures, n'aura pas le droit de bénéficier du financement par la région. Ne sont pas éligibles non plus les personnes en congé parental, les personnes en contrat d'apprentissage ou contrat de pro pour la formation concernée. Ça va de soi puisqu'elles sont financées par ailleurs, mais voilà, c'est pas le même financement. L'ensemble des agents des différentes fonctions publiques ne sont pas éligibles. Les militaires de carrière ou en cours de contrat ne sont pas non plus éligibles. Pour les salariés, les agents de la fonction publique, même s'ils sont en disponibilité, qu'ils soient inscrits ou non à Pôle emploi, ils ne sont pas éligibles. Les personnes qui bénéficient du financement complet de leur formation grâce au dispositif CSP, c'est la question peut-être qu'on pouvait avoir tout à l'heure. Donc, celles-là ne sont pas éligibles. C'est-à-dire, dès lors que
l'intégralité de la formation est couverte par le dispositif de contrat de sécurisation professionnelle, forcément, c'est Pôle emploi qui le prend en charge et du coup, c'est pas la région. On verra tout à l'heure pour tous les autres cas. Mais en tout cas, ceux-là, s'il y a un financement intégral dans le cadre du CSP, c'est pas la région qui finance. Et vigilance sur les candidats étrangers qui ne sont pas en règle de leurs obligations pour étudier sur le territoire national. Donc, ceux-là ne sont pas éligibles non plus. Par contre, on va préciser tout à l'heure quelles sont les modalités pour ces candidats-là pour être en règle. Mais en tout cas, s'ils ne sont pas en règle, forcément, ils ne peuvent pas entrer en formation et forcément, la région ne la financera pas. Avant de passer au public éligible, peut-être y a-t-il des questions? Oui, nous avons eu une nouvelle question de nouveau sur un aspect assez spécifique. Est-ce que un stagiaire de la formation s'engager vers l'emploi, dont l'objectif de la formation est l'insertion professionnelle, est éligible pour entrer sur les actions de formation évoquées? Excusez-moi, j'ai pas bien compris la question. Est-ce que la personne peut la préciser? Un stagiaire de la formation, mais j'ai pas compris la fin. La formation s'engager vers l'emploi est-elle éligible pour être pour la prise en charge de son financement de formation sur une formation sanitaire et sociale du schéma? Alors, je ne connais pas ce dispositif s'engager vers l'emploi, donc j'aurais du mal à répondre. D'accord, j'ai une de mes collègues qui me précise que c'est quelqu'un qui rentre dans le cadre des formations préqualifiantes du SIEG. Merci Rachel. Donc non, les formations préqualifiantes ne sont pas éligibles au financement régional. On vous a présenté, tout à l'heure Brigitte vous a présenté l'ensemble des formations qui relèvent du schéma des formations sanitaires et sociales qui permettent de bénéficier du financement régional. Les formations préqualifiantes ne sont pas dans ce cadre-là, donc peut-être qu'elles peuvent être financées par nos collègues de la direction de la formation professionnelle, il faudrait vérifier, mais en tout cas, elles ne sont pas financées au titre des formations sanitaires et sociales. J'espère que ça a répondu à votre question. Oui, Lombardo nous dit je vous remercie pour votre réponse. Et nous avons également une question de Stéphanie. Parfait. Voilà. Et nous avons également une question de Stéphanie qui se demande ce qu'il en est pour les candidats SHN. Alors là, à nouveau, merci de bien vouloir me détailler ce que veut dire SHN. Je ne connais pas non plus. Donc on laissera là, et on reviendra dessus tout à l'heure. Ouais, et mon joker ou mon appel à un ami Rachel ne me donne pas de précision. Donc, bon, merci de détailler la question dans le chat. J'essaierai d'y répondre. Stéphanie a précisé, donc c'est pour les sportifs de haut niveau. D'accord. Alors, le sportif de haut niveau, c'est vrai qu'on n'a jamais évoqué le sujet. J'ai tendance à penser, mais il faudrait l'affiner, que ça va dépendre de son statut. Si le sportif de haut niveau est sur un statut salarié, non, il sera pas finançable. S'il est sur un statut demandeur d'emploi, là oui, pourquoi pas. Mais là, il faudrait détailler un petit peu. Je connais pas bien le statut des sportifs de haut niveau. Alors, on pourra apporter la réponse ultérieurement parce que là, ça va nous demander un petit peu de recherche. Et Céline, je profite car donc si vous voulez bien, oui. On a eu une précision d'Isabelle Petit concernant les personnes stagiaires de s'engager dans l'emploi. Parce que je pense qu'effectivement, la question portait aussi sur les personnes qui sont en formation s'engager vers l'emploi, mais qui souhaitent rejoindre une formation sanitaire et sociale à la suite de leur parcours sur s'engager vers l'emploi. Et donc là, Isabelle Petit précise que la personne qui est en parcours s'engager vers l'emploi est encore considérée sous statut demandeur d'emploi et donc éligible vu qu'elle est en statut demandeur d'emploi, a priori. Je sais pas si ça colle. Donc là, effectivement, ces personnes-là pourront… Ouais, ça colle, elles sont demandeurs d'emploi, donc on va voir justement là tout de suite dans les publics éligibles que le financement sera possible.
Et peut-être Donc, on y aussi, va sur le public éligible. Donc, on a… pardon, et je Oui, profite aussi vas-y. sur la partie sportive de haut niveau. Je vois dans le chat aussi qu'on a a priori, il y aurait des règles spécifiques. Donc, ce qu'on vous propose aussi pour des publics très particuliers comme ça, on vous fera parvenir une foire aux questions pour vous apporter potentiellement des éléments de réponse complémentaires par rapport à ce que Céline, tu as pu leur présenter pour leur donner vraiment le détail adapté à leur public. Oui, très bien. Parfait, on fera comme ça. Parfait. Ok, donc maintenant qu'on a vu tous les publics qui n'étaient pas éligibles, on va regarder ceux qui le sont. Donc déjà, le principe de base. Pour être éligible, bien entendu, toujours à la date de clôture des inscriptions à la sélection, il faut être admis dans un établissement de formation financé par la région de France. J'insiste bien là-dessus, un établissement financé. Peu importe le lieu de résidence de l'apprenant. Il peut habiter Marseille ou dans un territoire national ou international des DOM. Peu d'importe. S'il est sélectionné dans un établissement de la région, dans ce cas-là, on pourra le financer. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, important pour les titres de séjour. Aucun passager clandestin ne peut entrer sur une formation financée par la région. Donc, ça veut dire qu'il faut être français ou ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou étranger avec un titre de séjour en cours de validité. Là, bien entendu, les personnes sont éligibles. Petite précision, pour les primo-entrants étrangers, c'est-à-dire primo-entrants, c'est ceux qui démarrent pour la première fois une formation. Un titre de séjour valide est obligatoire à l'entrée en formation. Alors que pour les apprenants qui ont déjà déposé une demande de renouvellement de permis de titre de séjour, c'est-à-dire qu'on avait déjà un et qui dépose une demande de renouvellement. On sait très bien que là, il y a parfois des délais un petit peu longs auprès des préfectures pour les obtenir. Dans ce cas, ils pourront entrer en formation en produisant à l'établissement la preuve de dépôt de demande de renouvellement. Mais pour les primo-entrants, on oblige à ce que le titre de séjour soit valide. Donc tout ça, ce sont les établissements de formation qui le gèrent pour nous, hein, bien entendu. On leur sous-traite l'intégralité de ce cadre d'intervention. Donc, on a vu tout à l'heure que s'oppose pas, mais qu'il y a deux grandes catégories de publics. La formation initiale, c'est-à-dire les jeunes en poursuite d'études, et la formation professionnelle continue. Pour les jeunes en poursuite d'études, il n'y a pas de limite d'âge. On peut être considéré en poursuite d'études à 35 ans, à condition de ne jamais avoir interrompu son cursus de formation initiale, quel que soit le niveau. Ou alors de l'avoir interrompu moins d'un an, moins d'une année scolaire. On quitte l'école en juin 2023. Toute l'année 2023-2024, on fait autre chose et on veut reprendre en septembre 2024 une formation. On considère qu'on est toujours en poursuite d'études. Ça fait 14 mois, mais voilà, c'est une année scolaire. Par contre, dès lors qu'on a interrompu sa formation initiale plus longtemps, on n'est plus considéré en poursuite d'études et on bascule sur le statut formation continue. On va voir juste après. Donc, les jeunes en poursuite d'études, ceux-là sont bien entendu éligibles au financement régional. Une petite spécificité pour les services publics, les services civiques, pardon. Donc, on est toujours considéré également en poursuite d'études si on a achevé son service civique, si on a achevé sa formation moins d'un an avant le démarrage du service civique. On fait son service civique et on reprend une formation moins d'un an après la fin du service civique. Bon. On n'a pas souvent ces cas-là, mais voilà, il y a une petite spécificité par rapport à ça. Et il n'y a aucun délai de carence entre plusieurs formations. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir fait une formation de moniteur éducateur, par exemple, financée par la région, et enchaîner dès la rentrée scolaire qui suit par une formation d'éducateur spécialisé, toujours financée par la région. C'est possible. Pas de carence entre les deux.
Merci Céline, j'en profite, on a une question de Nofissa qui à mon avis rentre dans ce cadre-là. Elle demande si un jeune ayant un identifiant Parcoursup et qui a moins de 5 ans de la sortie du système scolaire initial, est-ce qu'il est obligé de passer par Parcoursup? Absolument pas. C'est justement ce qu'on disait, ce que je vous disais tout à l'heure. Dès lors que le jeune, enfin la personne, n'est plus en formation initiale, dans ce cas, on lui demande de passer par la voie de sélection FPC. Il pourrait, la plateforme Parcoursup ne va pas le bloquer, bien évidemment. Par contre, il prend le risque à la fin de tout le processus d'être sélectionné par un candidat et de ne pas avoir de financement régional. Donc, il vaut mieux passer par la modalité de sélection de la FPC, où là, dès le départ, l'établissement de formation va lui dire si ça vaut le coup de faire tout le process de recrutement, parce que oui ou non, il pourra bénéficier du financement régional de sa formation. Ou alors, il t'engagera lui-même sur le paiement de cette action de formation, mais c'est un coût quand même. Donc, il vaut mieux le savoir avant. Donc, Parcoursup, c'est vraiment réservé pour les personnes en continuité de scolarité. Merci pour ces compléments, Céline. Donc, toujours dans les publics éligibles, les demandeurs d'emploi et les salariés en emploi précaire sont éligibles au financement régional. Donc, on est considéré dans cette catégorie si on n'a pas de contrat de travail, peu importe que l'on ait ou non une indemnisation de Pôle emploi. Si on n'a pas de contrat de travail, on est, si on n'a pas de contrat de travail, à la date de clôture des inscriptions à la sélection. Donc, si on prend encore l'exemple du 3 avril, vous avez compris que c'est pas la référence pour tous, mais au moins c'est plus simple à expliquer. Si au 3 avril, la personne est sans contrat de travail, demandeur d'emploi, auquel elle est éligible. Par contre, si au 3 avril, elle est en CDI et qu'elle subit une rupture après, ou qu'elle démissionne, là, elle ne sera pas éligible. Donc, sont également considérés comme publics éligibles les CDD, tous les CDD, y compris les CDD de la fonction publique. Ceux-là sont considérés comme des emplois précaires. Les contrats d'apprentissage ou les contrats de pro qui ont achevé leur formation pour laquelle ils étaient en contrat d'apprentissage ou en contrat de pro avant l'entrée en formation sont éligibles. Je donne un exemple, toujours le même que tout à l'heure. Une personne était en contrat d'apprentissage pour faire une formation de moniteur éducateur pendant 2 ans. Elle a son diplôme. Elle a été sélectionnée pour faire la formation d'éducateur spécialisé, mais plus en contrat d'apprentissage. Dans ce cas-là, elle sera financée par la région. Tous les contrats de travail temporaires, tous les intérimaires sont éligibles. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les CDI d'une durée inférieure ou égale à 87 heures par mois sont éligibles. Donc, c'est la même slide. Ouais. Donc, petite précision pour les démissionnaires d'un CDI de plus de 87 heures par mois. Donc, on l'a dit, CDI plus 87 heures, a priori pas éligible. À part 2 exceptions. Les personnes qui entrent dans le cadre des démissions légitimes reconnues par l'assurance chômage. Donc, on va pas les lister là, je pense que vous les connaissez certainement mieux que moi. Et en tout cas, vous les trouvez sur Internet ou alors la personne les connaît puisqu'elle est accompagnée par son conseiller Pôle emploi. Dès lors que c'est considéré par Pôle emploi comme une démission légitime, nous, on prendra en charge le coût du parcours de formation. Également pour les personnes qui entrent dans le cadre du dispositif d'émission reconversion. Donc, ces personnes, si elles peuvent apporter la preuve qu'elles ont démarré le processus avec un premier rendez-vous avec le conseil en évolution professionnelle avant la clôture des inscriptions à la sélection. Dans ce cas-là, même si elles n'ont pas achevé leur processus et qu'elles n'obtiennent une réponse d'accord de financement de leur rémunération dans le cadre du dispositif d'émission reconversion, alors nous, on les prendra également en charge. Mais il faut forcément qu'elles aient au moins démarré quelque chose avant la fameuse date de clôture des inscriptions à la sélection.
Il y a des petits problèmes, j'ai l'impression, sur le PowerPoint. Bon. Donc, est-ce que pour l'instant, on est bien clair ou est-ce que peut-être avant que j'aille plus loin, il y a des questions? Alors, nous avons une petite question de Fabienne qui se demandait ce qu'il en était, par exemple, pour les CDD avec horaire éligible à moins de 87 heures. Dès lors qu'on est en CDD, on est éligible. Peu importe la durée de travail mensuel du CDD. On peut être en CDD 151 heures par mois, on est éligible si on est en CDD. Parfait, merci Céline. Et le volume horaire indiqué ne concerne que les CDI. Que les CDI, très bien. Nous avons aussi une question de Sophie. Quelle est la preuve pour montrer le démarrage avec un CEP avant la fin des inscriptions à la sélection? Alors, il faut être capable de nous montrer un document qui justifie qu'il y a au moins eu un premier rendez-vous. Donc, généralement, lors du premier rendez-vous, le conseiller en évolution professionnelle rédige un compte-rendu de rendez-vous. Donc, ce compte-rendu de rendez-vous, c'est parfait comme preuve. Après, on va pas être intégriste sur le sujet. Donc, voilà, on pourra être assez souple dès lors qu'on nous apporte la preuve qu'il y a bien eu une première démarche de fait. Oui, toute preuve, un mail, un document, un compte rendu peut fonctionner. Parfait. Merci Céline pour ces compléments. Donc, nous acceptons également quelques changements de statut en cours de cycle. On a vu tout à l'heure qu'un apprenti ou une personne en contrat de pro pour la formation concernée, donc je vais prendre un exemple, un aide-soignant qui rentre en formation via un contrat d'apprentissage, forcément sa formation n'est pas financée par la région puisqu'elle est financée par l'OPCO, de l'employeur. Par contre, il subit une rupture de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation, hors des missions bien évidemment, donc contrat d'un commun accord ou licenciement pendant le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage. Dans ce cas-là, il y a la possibilité de basculer sur un financement régional à deux conditions. La première, et qui est très importante, c'est qu'une place financée par la région se soit libérée. S'il n'y a plus de place parce que l'établissement de formation est au taquet de ses capacités financées par la région, là, on ne pourra pas le prendre. Mais bon, il y a toujours quelques places qui se libèrent avec des personnes qui interrompent leur parcours. Et pour les apprentis, il pourra basculer sur le financement régional après la période relative au dispositif de reprise des apprentis. Donc, c'est une période de 6 mois qui permet à un apprenti de basculer sur un statut stagiaire de la formation professionnelle avec une indemnisation de son salaire par la région via l'ASP. Voilà, on attend la fin de ces 6 mois. Si à la fin de ces 6 mois où il doit normalement avoir retrouvé un employeur, il n'a pas retrouvé, dans ce cas-là, si une place s'est libérée, il pourra basculer sur le financement régional de sa formation pour terminer son cursus. Par contre, quand on parle des changements de statut en cours de cycle, un apprenant qui est rentré en formation sur un financement personnel, donc a signé une convention financière avec l'établissement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, celui-là, même si une place financée par la région s'est libérée, il ne pourra jamais basculer sur un financement régional. Quand on rentre avec un financement personnel, on s'engage à le rester jusqu'à la fin du parcours. On n'est pas légitime à demander à la région en cours de formation à bénéficier du financement de sa formation. J'en profite peut-être. Les redoublants. Pardon. Oui. Parce qu'en fait, on revient à la question précédente sur les démissions reconversions. On nous précise dans le chat que certains IFSI demandent aux candidats salariés en cours de démission d'être demandeurs d'emploi au moment de l'inscription. Et est-ce qu'il y a donc quelque chose à faire dans ce cas-là? Alors, quand on est dans le dispositif démission reconversion, uniquement dans ce cadre-là, on peut attendre quasiment l'entrée en formation pour démissionner, à la condition d'avoir suivi
tout le processus lié à ce dispositif et d'avoir reçu un accord de la commission Pôle emploi relative aux démissions de reconversion qui dit « OK, Pôle emploi accepte le financement de votre rémunération pendant la durée de la formation ». Alors, dans ce cas, effectivement, la personne n'est pas obligée de démissionner à la clôture des inscriptions, avant la clôture des inscriptions à la sélection. Mais c'est uniquement dans ce cadre-là, démission reconversion. Tout autre salarié en CDI, plus de 87 heures, s'il n'a pas démissionné avant la date de clôture des inscriptions à la sélection, ne pourra pas bénéficier du financement régional de sa formation. Mais attention, là, il y a une vigilance à avoir pour les démissions, parce que ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est uniquement pour bénéficier du financement de sa formation. Il y a quand même l'autre notion qui est la rémunération. Il faut aussi pouvoir vivre pendant ces 1, 2 ou 3 ans de formation. Et si on a démissionné, forcément, il y a des principes via Pôle emploi ou France Travail, il faut dire maintenant, où dans certains cas, on n'a pas le droit d'avoir d'indemnité chômage en fonction de sa démission. Là, je rentre pas dans le détail, je les connais pas bien. Mais voilà, il faut être très vigilant à ça. OK, c'est bien d'avoir le financement de sa formation par la région, mais il faut aussi pouvoir vivre pendant la formation. Donc, les deux sont à vérifier. Très bien, merci pour ces précisions, Céline. Je te laisse reprendre. Donc, merci. Donc, pour les redoublements, bien évidemment, on a pris en compte la possibilité pour un apprenant de redoubler son cursus. Donc, nous acceptons de financer un redoublement sur la totalité du cycle pour les formations de niveau 3 et 4. Et 2 redoublements sur la totalité du cycle pour les formations de niveau 5 et plus. Donc ça, c'est un maximum. Donc, quelqu'un qui va redoubler 3 fois sa formation d'infirmière, la dernière fois, la région financera plus son parcours. Donc, elle pourra éventuellement le financer par elle-même, mais en tout cas, ce sera plus pris en charge par la région. Une petite exception pour les doublements, triplements, quadruplements, enfin, dès lors qu'on est à plus de 2 redoublements pour raison médicale et sur justificatif, là, on pourra dans certains cas l'accepter, mais c'est à l'appréciation de l'établissement qui viendra vers nous et qui nous demandera si on est OK en fonction des justificatifs qu'il nous produira. Alors, les reports et les reprises de formation. C'est quelque chose qui est très spécifique à nos formations. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un report? Un report, c'est quand une personne a été sélectionnée par un établissement sur une année N et qui décide, pour des raisons assez spécifiques et qui sont précisées dans un décret, de reporter son entrée en formation à l'année ultérieure. Et une reprise, c'est quelqu'un qui a commencé sa formation et qui également, pour des raisons bien particulières, décide de l'interrompre et de reprendre ultérieurement. Pour le report comme pour la reprise, c'est le statut initial qui prévaut. Donc, quelqu'un n'était pas éligible au financement régional l'année où il a été sélectionné. C'est pas parce qu'il demande un report d'1 an qu'il deviendra éligible l'année d'après, même si entre-temps son statut a changé. Donc, j'étais salarié en CDI en septembre 23. Je demande à reporter mon entrée en formation en septembre 24. Entre-temps, j'ai démissionné, je suis plus salarié en CDI. Je ne peux quand même pas bénéficier du financement de ma formation. C'est le statut initial qui reste déterminant. Merci Céline pour tous ces éléments-là. Donc, on a bien vu ce qui relevait de l'éligibilité ou de la non-éligibilité des publics, justement concernant cette prise en charge du financement de la formation. Est-ce que tu peux nous détailler un peu son cadre, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas forcément répondu de façon assez précise à la question qui m'avait été posée sur les CSP. Donc, je ne sais plus si on répond après, mais du coup, je vais répondre tout de suite pour éviter de l'oublier.
Avec juste une petite précision, Céline, on est Donc, déjà la à question... 11h50 Ah. et donc il nous reste assez peu de temps. Moi, ce que je tiens à préciser aussi quand même aux personnes qui participent, c'est que on a bien vu, on fera quand même une foire aux questions pour revenir de manière un peu détaillée sur les différentes questions qui nous ont été posées, apporter des compléments. Donc, si tous les éléments n'ont pas été donnés, on pourra aussi le faire par ce biais-là. Ok, ça marche. Alors, la prise en charge, effectivement. Donc, depuis tout à l'heure, on dit prise en charge de la formation par la région. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que la région prend en charge les coûts pédagogiques et les coûts d'acquisition de certains diplômes, de façon totale ou de façon partielle. On va le voir juste après. Ça dépend de la typologie de formation et ça dépend de la typologie de l'établissement. Il y a malgré tout un principe de gratuité pour toutes les formations de niveau 3 et niveau 4. Donc, pour ces formations, quel que soit le statut de l'établissement qu'on va voir juste après, là, la région prend en charge dès lors que la personne est éligible. Les coûts qui ne sont jamais pris en charge sont les frais de sélection et d'inscription au concours. Ça, on ne prend pas. Les droits d'inscription à l'entrée en formation, à l'exception pour les boursiers, où là, on le rembourse avec la première échéance de bourse. Les frais d'hébergement, les frais de restauration, à l'exception de certains étudiants dont on va en parler après. Les frais d'acquisition et d'entretien d'équipement, notamment les blouses pour les formations sanitaires. Donc, les modalités d'intervention. Là, il y a des grosses différences, en fait, notamment pour les formations sanitaires, en fonction de la typologie de l'établissement. Si on fait sa formation dans un établissement sanitaire public ou dans un établissement sanitaire privé. Si on suit sa formation dans un établissement sanitaire public et qu'on est éligible, la région finance la totalité du coût de la formation. En revanche, si on fait sa formation dans un établissement sanitaire privé, et même si on est éligible, les formations niveau 3 et 4, comme on l'a vu, on prendra tout en charge. Par contre, les formations de niveau 5 et plus, dans ce cas, c'est une participation, c'est un forfait que la région versera à l'établissement de formation. Donc, on ne paiera pas la totalité, il y aura un reste à charge pour l'apprenant. Et pour les formations en travail social, quelle que soit la typologie de l'établissement, qu'il soit privé ou public, là, pour le coup, c'est réglementaire. Hein, on prendra la totalité du financement de la formation. Donc, petite nuance pour le sanitaire en fonction du public et du privé pour les formations supérieures. Merci Céline pour tous ces éléments. Pardon. Vas-y. Non, tu voulais compléter? Oui, mais j'ai pas le temps. Donc, je voulais juste dire que le financement de la formation, on le paye pas à l'apprenant. On va pas lui faire un virement sur son compte. C'est la région qui le paye directement aux établissements de formation. Donc pour l'apprenant, c'est transparent en fait. Voilà. Très bien, merci Céline. Et alors, je me permets juste quand même de relayer la dernière question qui nous arrive là. Laetitia nous demande si une personne entrée en formation par financement personnel peut être inscrite sur Pôle emploi au bout de la 2e année de formation et avoir le statut de demandeur d'emploi. Mais si je ne me trompe pas, tu nous avais bien indiqué que une fois qu'on est rentré sur un financement personnel, on ne peut pas changer en cours de parcours. C'est bien ça, Céline ? Alors, on ne peut pas changer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bénéficier du financement régional de sa formation en cours de parcours. Oui. Effectivement, sa formation, on la paye jusqu'au bout. Par contre, on peut très bien s'inscrire à Pôle emploi et bénéficier des indemnités chômage pour sa rémunération. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, la région ne viendra pas financer la fin de formation. Très bien, c'est bien noté, Céline. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Donc, on a vu, on a eu
Belle explication du fonctionnement de la prise en charge du financement de la formation dans le cadre du schéma régional, des publics éligibles, non éligibles. Je sais que c'est assez frustrant parce qu'on peut pas rentrer non plus dans tous les détails. Là, on a quand même dressé un panorama qu'on espère assez complet et qui répondait bien à vos questions. Comme on l'a dit, si vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez pas à encore les noter. Cette fois-ci, on les traitera via une foire aux questions dans le cadre d'un mail qu'on vous enverra à l'issue du webinaire. Je me permets de couper court à cette partie-là parce qu'on a quand même une dernière partie qui est importante à traiter avec Amine. Donc merci Céline, parce que au-delà de la prise en charge du financement de la formation, d'autres aides individuelles sont disponibles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Amine, s'il te plaît? Alors, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous, hein. Donc, les autres aides individuelles, je vous avoue que c'est pas dans mon champ de compétences, mais il y a une liste qui est dans le PowerPoint et qui renvoie à d'autres services ou d'autres directions. Très bien. Et ça, donc, effectivement, Donc, dans vous la avez liste le qu'il y numéro a, donc, vert. voilà, c'est ça. Il y a le numéro vert, on peut se rapprocher des numéros verts ou des antennes régionales. Et à ce titre, il y a des personnes qui sont très compétentes et qui connaissent bien le job. Et voilà, on peut les orienter là-dessus et ils seront renseignés comme il se doit. Parfait. Et donc ça, comme on vous l'avait bien dit en début de webinaire, ce PowerPoint est accessible en téléchargement. Donc vous pouvez retrouver toute l'information sur le PowerPoint directement. Là, l'idée avec Amine, c'était de s'intéresser plus spécifiquement à 3 aides assez spécifiques au schéma régional. Donc on va commencer par la bourse d'études. Oui, alors du coup, que dire sur les bourses d'études sanitaires et sociales? Donc la loi de décentralisation de 2004 a transféré aux régions la gestion des bourses d'études sanitaires et sociales, et à ce titre, la région Hauts-de-France gère les bourses d'études sanitaires et sociales. Et donc, du coup, chaque année, il y a un règlement qui est travaillé, enfin, qui est proposé par les services, par notre service au vote des élus. Et à l'issue de la validation de ce cadre d'intervention, il met en place le dispositif des bourses d'études sanitaires et sociales qu'on appelle vulgairement BESS. Donc, du coup, juste pour votre information, pour que vous puissiez avoir une idée du traitement qu'il peut avoir en termes de bourses pour l'année 2022-2023, le nombre de dossiers déposés était de l'ordre de 13 264 bourses, donc c'est très très conséquent, avec à peu près 77% de dossiers de bourses accordés, pour un budget total de 33 millions d'euros. Alors, je tiens juste quand même à préciser une chose très importante, c'est l'évolution et l'augmentation chaque année du montant ou du budget alloué à ce dispositif. Donc du coup, à titre indicatif, pour 2022, il était de 33 millions d'euros. On est passé en 2023 à 37 millions d'euros. Et là, sur la prochaine délibération pour le mois d'avril, le budget dédié à ce dispositif passe à 46 millions d'euros. Donc on est en perpétuelle augmentation pour plusieurs raisons. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les bourses pour être très bref vu le temps imparti? La région Hauts-de-France a une spécificité par rapport aux autres régions. Sur les autres régions, le versement de la bourse est échelonné sur 10 mois avec un montant annuel qui est accordé. Depuis 2023, la région a pris la décision d'échelonner le versement des bourses sur 12 mois. Et cela, c'est pour permettre aux étudiants sur les vacances de juillet-août d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins, donc quand ils sont boursiers, avec même une bonification pour un certain public. Nous, on se base nous, quand je dis nous, je veux dire le cadre d'intervention se base pour l'actualisation des barèmes et des taux sur le décret. Donc, on est aligné sur les bourses d'études de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, à ce titre-là, nos étudiants, nos apprenants bénéficient des mêmes taux de bourse que ceux du supérieur. Alors du coup là, on a une liste de publics non éligibles que je vais vous épargner. Donc il y a toute une typologie de publics qui ne répond pas aux critères et du coup à ce titre-là, elle ne peut pas prétendre aux bourses.
et du coup, c'est soit elles sont salariées, soit elles sont en congé parental. Donc bon, vous aurez la slide, vous aurez le PowerPoint et vous verrez tout le public qui ne peut pas prétendre à ce dispositif. Une petite spécificité, donc du coup, c'est juste par rapport aux bénéficiaires du RSA. Ces personnes-là, on a maintenu on les a maintenus dans les périmètres de bourse. Mais la seule, enfin, il leur appartient et même il est très conseillé qu'ils informent la CAF du bénéfice de la bourse parce que ça a un impact direct sur le calcul de leur droit d'allocataire et parce que pour plein de raisons, certaines personnes oublient de bonne ou de mauvaise foi de le signaler. Par la suite, ils sont rattrapés par un titre de reversement qui les met en difficulté. Je ne sais pas si on a des questions à ce stade de la présentation. Pour l'instant, on n'a pas de questions, Amine. Et de toute façon, comme tu le disais bien, tout ceci sera mis à disposition dans le PowerPoint. Donc, s'il y a des éléments plus particuliers, ils auront accès à ça. Et comme le disait Amine également, posez vos questions. Si on n'a pas le temps d'y répondre, on fera une foire aux questions derrière et Amine complétera les éléments présentés vu qu'on a un temps quand même assez réduit. Bien sûr. Alors du coup là, on est sur le public éligible qui rentre dans le périmètre de bénéfice de la BSS. Bien sûr qu'il faut que la personne soit inscrite dans un établissement sur le territoire de Hauts-de-France agréé par la région. Les publics, de toute façon, j'allais dire, on marche en parallèle avec le cadre d'intervention des prises en charge des parcours de formation. Mais il faut quand même faire le distinguo entre la prise en charge du parcours de formation, qui là, on est dans un cadre spécifique, et l'aide attribuée à la personne qui est, par exemple, à titre d'exemple, une personne pour laquelle la région n'a pas pris en charge le parcours de formation, n'est pas exclue du périmètre des bourses. Donc, elle peut bien sûr faire une demande de bourse et au regard des critères de ressources et des points de charge, être éligible ou pas à la baisse. Les demandeurs d'emploi, bien sûr, la région a maintenu, et là je tiens à le préciser, c'est une spécificité volontariste de la région, parce que les demandeurs d'emploi sont maintenus dans le périmètre de bénéfice des baisses. Alors, sur l'ensemble des autres régions, c'est non. Là, aujourd'hui, la politique est de les maintenir dedans et les amener, enfin, les accompagner aussi dans les parcours de formation. Donc, demain, je ne sais pas ce qu'il en est, mais aujourd'hui, depuis un bon moment, les demandeurs d'emploi sont éligibles à faire une demande de bourse. Comme le rappelait Céline aussi, il faut être en règle en termes de la législation et de titre de séjour. Et bon, pour les personnes, par exemple, qui ne sont pas dans l'Union européenne, il faut impérativement qu'ils justifient d'un titre de séjour valide et que même pour certaines personnes qui sont qui viennent d'un pays européen mais qui n'est pas dans l'Union européenne ou ressortissant de l'Union européenne, il faut impérativement respecter certaines dispositions au regard de la législation française sur la circulation. C'est très très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui viennent avec un titre de séjour valable, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, au Kazakhstan, mais et ils ne peuvent pas, au bout de 3 mois de présence sur le territoire français, il faut impérativement qu'ils aient fait les démarches auprès des préfectures pour bénéficier d'un titre de séjour qui permet de suivre la formation sur le territoire français. C'est très important parce qu'on a eu des personnes qui sont rentrées et qui puis derrière sont restées bloquées. Là, vous avez une liste des formations éligibles à la baisse et la différence, vous pourrez constater la différence substantielle qui peut exister avec les formations qui ont été listées dans le schéma ou celles qui ont été listées par Céline juste avant, c'est qu'il y a des formations qui ne sont pas financées par la région, mais qui sont éligibles et qui sont dans le périmètre des bourses. Et ça, c'est une volonté de l'exécutif de les laisser sur ce périmètre-là. Quand bien même elles n'ont pas de financement, ne sont pas dans le financement régional, mais elles sont éligibles. Les personnes qui sont sur ces formations-là sont éligibles à la baisse quand elles répondent aux critères. Je pense dans le social au CAFERUIS ou au CAFDES et dans le sanitaire, par exemple, infirmier anesthésiste. Donc du coup, voilà, donc c'est comme la double peine n'existe pas. On a une petite question de savoir si un demandeur d'emploi qui est indemnisé France Travail, est-ce qu'il doit renoncer à sa rémunération France Travail pour être éligible à la bourse? Pas du tout. Justement, c'est la spécificité en fait
de la bourse d'études sanitaires et sociales. Une personne qui a de la qui rentre en formation infirmier, et il peut cumuler la et le bénéfice de la bourse. Mais bien sûr, tout ça, c'est au regard des ressources qu'il va présenter et des dossiers qui sera déposé. Donc lui, il va aller sur une plateforme qu'on appelle plateforme d'aide et subventions. Il va ouvrir un compte, il va déposer les documents qu'on va lui demander. Et à l'issue de l'instruction, donc on a une direction qui s'occupe de l'instruction des dossiers, les 13 000 dossiers que je vous ai cités au démarrage de la slide. Voilà, donc du coup, le bénéfice, le cumul de la et de la bourse n'est pas interdit, sauf pour n'est pas interdit. Donc par contre, on a une spécificité pour certaines formations de niveau 3 et 4, où là, les personnes qui sont demandantes d'emploi et qui ne sont pas indemnisées, et c'est un autre sujet, mais qui est dedans aussi, elles ne seront pas éligibles à la bourse parce qu'il y a la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle qui leur est proposée. Merci Amine. Est-ce que tu peux, de manière très synthétique maintenant, nous présenter le Fonds régional d'aide d'urgence ? C'est un dispositif qui est très, très simple et du coup, ça va aller très, très vite. Alors, le Fonds régional d'aide d'urgence, comme son nom l'indique, est un fonds d'urgence à destination uniquement des boursiers. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette aide-là, il faut être boursier. Alors, donc, du coup, là, l'objectif de cette aide, c'est de répondre à des difficultés ponctuelles, type loyer, ordinateur en panne, facture d'électricité, ou que sais-je, la liste n'est pas exhaustive. Et du coup, les personnes font une demande via toujours la plateforme d'aide et subventions, avec une note sociale pour bien justifier ou bien préciser la nature des difficultés. Et à ce titre-là, à l'issue de l'instruction très rapide, donc dans un délai maximal, entre guillemets, j'allais dire, d'une semaine, entre l'instruction et le versement des fonds, un montant de 250 € qui est accordé si la difficulté elle est pas très très importante entre guillemets, ou les 250 couvrent un petit peu la difficulté, mais renouvelable une fois dans l'année. Mais si la difficulté est très importante, on peut verser les 500 € en une seule fois. À titre d'information, on a un budget de 200 000 € qui est alloué à ce dispositif. Merci Amine pour tous ces éléments. Parfait, merci beaucoup. Okay. Et on voulait parler d'une dernière aide qui est l'aide à la restauration. Est-ce que Céline, tu peux nous en dire là aussi un mot de manière très brève ? Oui, très très simple. Donc en fait, l'aide à la restauration ne s'adresse qu'aux boursiers des échelons 3 à 7 et elle permet donc à des jeunes de bénéficier de 100 repas par année de formation à un taux très très avantageux. Donc soit le jeune a accès à un restaurant universitaire et dans ce cas il y a le principe du repas à 1 €, soit le jeune n'a pas accès à un restaurant universitaire, mais il est dans un établissement qui a signé une convention spécifique aide-resto avec la région et dans ce cas-là, on financera pour lui permettre d'avoir un repas à 3,30 €. Voilà, j'en dis pas plus. Parfait, merci beaucoup. Et donc, il y a plus d'informations disponibles en ligne. Et donc, ça, vous aurez tous les liens dans les ressources qu'on vous a mis à disposition. Céline, vu que tu as repris la parole, est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire pour conclure ce webinaire ? Ah oui, bien sûr. Donc, on avait notamment parlé du cadre de septembre. Oui, effectivement. Alors, ce que l'on vient de vous présenter, c'est le cadre d'intervention qui est en application aujourd'hui. Ce cadre a subi quelques modifications et ça va être présenté au vote des élus au mois d'avril. Donc, il y aura un nouveau cadre. Ça va pas révolutionner beaucoup les choses, mais c'est pour venir apporter quelques précisions par-ci par-là pour un peu plus de compréhension. Mais donc voilà, il y aura un nouveau cadre applicable pour la rentrée de septembre 24. Donc il sera communiqué de façon très large à nos réseaux, bien évidemment tout le réseau France Travail, mais également toutes les personnes qui se sont déjà positionnées donc du réseau AIO sur nos réunions d'information, sur les webinaires. Si on a vos adresses mail, on l'enverra et on va le diffuser de façon assez large.
Mais bon, rassurez-vous, par rapport à ce qu'on a présenté ce matin, ça restera la même chose. Pas de grandes modifications. Et donc vraiment, le réflexe à avoir quand vous êtes face à un candidat qui veut se positionner sur ces formations, c'est systématiquement l'envoyer prendre contact avec un ou deux établissements de formation où il souhaiterait suivre l'action. C'est vraiment eux qui sont garants de l'application de ce dispositif pour la région. Ils connaissent très bien les modalités de financement et c'est vraiment eux qui pourront le renseigner au mieux. Et quand on est sur des cas vraiment très particuliers, parce qu'on a toujours des gens qui rentrent pas dans les cases, c'est l'établissement de formation qui nous contacte et nous, on prend la décision. Parfait. Merci beaucoup Céline pour ce mot de conclusion qui résume bien les choses. Merci beaucoup à tous nos intervenants pour ce webinaire. On sait que voilà, ça a été assez dense en information. Comme on vous l'a dit, toutes les ressources sont disponibles en téléchargement. Vous allez recevoir le lien du replay dès la fin du webinaire et il sera mis en ligne sur notre site dans les prochains jours. On vous concocte aussi donc une petite foire aux questions sur la base des questions que vous nous avez posées tout au long du webinaire pour vous apporter des précisions si besoin. Comme on vous le disait, beaucoup de ressources à disposition sur la page dédiée, sur la page des aides de la région et en téléchargement. Vous avez aussi les ressources de proche orientation qui peuvent être intéressantes et utiles dans ce cadre-là avec leur fiche métier, la liste des 100 ambassadeurs, etc. Un grand merci Céline, un grand merci Amine, Brigitte et Virginie et merci à tous nos participants du jour.